c'est parti. Donc, on continue sur la physique. La, la précédente séance, on avait abouti, on était arrivé à ce code-là, hein, phi basique 1.0, où on avait du mouvement rectiligne et des collisions avec les murs. On va continuer donc là sur ça en rajoutant l'accélération et moi j'ai prévu de vous parler de la collision un peu plus longuement de la collision balle-balle ZXVF. J'ai préparé enfin j'ai préparé disons une série d'explications dans un cas particulier qui est disons plutôt facile à comprendre. En tout cas, j'espère que vous allez comprendre mon approximation du problème. C'est un problème qui peut être vite très compliqué. Euh, euh, c'est celui-là, hein. Donc on a nos balles qui partent dans toutes les directions, qui se regardent pas les unes les autres, hein, donc elles ne se voient pas, et qui par contre voient les murs et collisionnent par rebond sur les murs. Il y a donc une structure de données mobile qu'on avait créée avec une position, une velocity, une couleur et un rayon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas encore parlé de pesanteur et de constante de pesanteur. Euh, Peut-être on va commencer par là, hein, rajouter la pesanteur à ce modèle-là. C'est OK. Donc le code auquel on était arrivé la semaine dernière propose quatre fonctions principales pour gérer ce qu'on appelle un mobile. Donc ces quatre fonctions, la première va permettre d'init ou réinit le nombre de mobiles que vous avez à disposition, les replacer aléatoirement, leur donner des vitesses aléatoires, des couleurs aléatoires. La fonction process, qui est la fonction de simulation physique réelle, qui calcule le temps et qui commence à utiliser donc ce qu'on a vu, l'approximation du déplacement homogène, enfin uniforme, pardon. Du mouvement uniforme, donc l'approximation du mouvement uniforme avec donc un temps discret à la place d'un temps continu. Donc ça c'est ce qui est fait dans ce bloc de code. Sachant, pour rappel, donc ces tests de collision ont été un peu complexifiés parce qu'on a découvert donc un bug de balle qui reste coincée dans le mur. Hein, voilà, je vous rappelle ça. Donc, pour éviter que la balle reste coincée dans le mur, on regarde avant d'inverser la vitesse si la vitesse a déjà été inversée, c'est-à-dire est-ce que la vitesse a été corrigée pour sortir du mur ou pas. Donc si elle a été corrigée pour sortir du mur, on ne l'inverse pas encore à nouveau. Donc ça, c'était une petite correction d'un bug qui apparaissait dans cette version de simulation. Donc il n'y a pas grand-chose, hein, donc c'est principalement toute la formule, elle est là pour le moment, hein. Ça, c'est la collision avec les murs. Donc il n'y a pas grand-chose comme équation, disons. La fonction draw qui ne devrait pas changer tant qu'on ne change pas le rendu, donc qui dessine chaque balle, et la fonction free qui free les mobiles à la fin du programme. Voilà, donc pour l'instant, on part donc du fait que la position est la primitive de la vitesse, ou que, si vous préférez la vitesse, c'est la dérivée de la position. Hein, donc, en gros, donc, la variation
La variation de la vitesse, hein, que je vais noter comme ça, dv, c'est la variation de la position sur la variation du temps. Voilà. Pensez, voilà, kilomètres par heure. Hein, tant de kilomètres par tant d'heures, j'ai la vitesse, en fait. Donc, je pars de ce constat-là. Et donc, quand je fais un produit en croix comme ça, donc dp, enfin, la variation de la position, c'est, pardon, j'ai écrit une bêtise, excusez-moi, hein, c'est la vitesse, c'est la variation de la position sur la variation du temps, hein, désolé pour le petit d que j'ai mis là au début. Hein, c'est pas la variation de la vitesse, c'est bien la vitesse, c'est la variation de la position sur la variation du temps. Et donc la variation de la position fois 1 égale la vitesse fois dt. Et donc on aboutit à ça. Hein. Donc comme nous, en fait, la variation de la position, on l'injecte à chaque tour de boucle, on se retrouve plutôt avec cette écriture-là, position plus égale v fois dt. Hein, et ce qui mène vers le code, en fait, hein, qu'on a. Position plus égale v fois dt, c'est ce qui correspond à ce qu'on a écrit ici en 2 lignes, parce qu'on a une structure de données, on n'est pas en C++, on ne peut pas surcharger les opérateurs et le faire en une seule ligne, mais pensez aussi éventuellement à le faire. On avait fait au premier semestre dans la partie C++ du cours d'impératif, les surcharges d'opérateurs. Enfin, voilà, votre code sera effectivement beaucoup plus élégant en C++ pour cette partie-là. Mais bon, voilà, donc la formule, elle sort de là. C'est une approximation. Hein. Enfin, cette manière de faire se rapproche plus de ce qu'on appelle l'intégration de l'air. Alors, peut-être que je vais vous proposer dans les séances, s'il nous reste des séances un peu à la fin, vous proposerai l'intégration de Verlet qui est plus souvent utilisée dans les moteurs de jeu parce qu'elle est meilleure en termes de... Elle produit moins d'erreurs. Et bon, dans les moteurs de jeu, je pense que c'est soit Verlet, soit une autre méthode qui s'appelle Runge-Kutta, qui est utilisée pour approximer les équations de physique, du mouvement en fait, en physique. Mais bon, celle-là suffit largement pour notre besoin, Euler. Donc on va rester pour le moment là-dessus. Hop, hop, hop. Donc dans la balance, on va rajouter le fait que la vitesse, finalement, n'est plus constante, mais elle-même, elle est variable, elle change dans le temps. Donc la vitesse change dans le temps. La variation de la vitesse quand le temps se déplace, enfin quand le temps avance, produit au fait ce qu'on appelle l'accélération. Donc l'accélération, c'est la variation de la vitesse sur la variation du temps. Et donc on se retrouve avec l'équation variation de la vitesse, c'est l'accélération fois la variation du temps. Et donc avec l'écriture ensuite dans le code qui va faire v plus égale a fois dt. Voilà, donc ça c'est la prochaine partie qu'on va écrire dans le code tout simplement pour intégrer la vitesse. Sachez aussi, hein, je ne l'ai probablement pas écrit la précédente fois, c'est que quand j'ai un système, ici j'étudie le changement du système pas à pas, hein, à chaque fois que le temps change, où est-ce qu'il va. Donc vous comprenez normalement que P plus égal, c'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est P égale quelque chose, la position de départ. Donc, en fait, on a une position de départ et on a une vitesse de départ aussi. Et ensuite, on vient faire des plus égales. Hein, donc, sachant une position de départ et une vitesse de départ, il y a une équation qui dit pour un temps t, je sais où vous êtes. Hein, donc, c'est l'équation qui va déterminer la position d'un mobile par rapport au temps
Ce mobile subit à la fois une vitesse et une accélération. L'équation, c'est 1 demi de a t au carré plus euh, v0 t plus p0. Voilà, ça c'est l'équation qui régit le mouvement d'une particule qui subit l'accélération a, qui possède une vitesse initiale v0 et qui possède une position initiale p0. Hein, mettez t à 0, ça part, ça part, donc p égale p0, at égale 0. Voilà. Ça montre quoi? Que la dérivée de la position, effectivement, fait sortir la vitesse et un terme d'accélération. Et la dérivée seconde de la position fait sortir l'accélération. Je vous montre. Dérivée de la position. Dérivée de la position. Note P'. Égale dérivée de ce machin-là. Dérivée, c'est dérivée, la variable de dérivation, c'est t. Donc dérivée f de t, au fait. F de t égale 1 demi de at2. On prend le 2 et on le descend. Si vous vous souvenez, dérivée de f de x égale x3, f' de x, c'est égal à 3x et le 3 passe à 2 en haut. Vous descendez ce qu'il y a à l'exposant et vous enlevez 1 à ce qu'il y avait dans l'exposant. Donc on descend ce qu'il y a à l'exposant, 2 fois 1 demi, ça se simplifie, 2 fois 1 demi égale 1, il ne reste plus que a, et 2 moins 1, t puissance 1. Donc dérivée de position égale at plus v0. On obtient donc cette équation. Mais qu'est-ce que c'est que la dérivée de la position? Dérivée de la position. La dérivée de la position, c'est la vitesse. La dérivée de la position sur le temps, c'est la vitesse. Justement, donc ça, c'est la vitesse. P', c'est V, en fait. P', c'est V. Et donc ça, c'est l'équation de la vitesse en fonction du temps. Et ça se vérifie. Vous mettez t à 0, V égale V0. Et plus t augmente, plus V va augmenter avec l'accélération. Et donc la dérivée seconde de P, de toujours cette équation, vous partez de la dérivée première, vous dérivez cette équation-là, donc dérivée seconde, fonction de t, at, il ne reste plus que a, et V0 passe à 0. Et la dérivée seconde de la position, c'est bien l'accélération. Voilà. C'est juste, je vous refais le cheminement à l'envers, pour que vous ayez l'ensemble des équations. Ça ne sort pas de nulle part. Hein. C'est l'équation du mouvement, elle est là. Mais nous, on va l'utiliser de manière hachée, discrétisée, sous cette manière-là. Voilà, c'est tout. Donc, on injecte l'accélération. Donc, la nouvelle arrivée, c'est l'accélération. On sait comment l'appliquer, mais on ne sait pas d'où elle sort. Alors, on est dans un système où on n'a pas grand-chose comme accélération à appliquer, à part, disons, la pesanteur. On va s'imaginer sur Terre, les balles partent avec une vélocité initiale, et par contre, elles vont pouvoir tomber. Voilà, on va faire ça. Donc là, on introduit Newton. Et l'équation de Newton, enfin la loi de Newton, deuxième, je crois, pas sûr Qui se souvient de la loi de Newton? G égale à masse de A moins masse de B sur. Alors. Multiplié par Ça c'est la troisième loi de Newton, c'est celle de la gravitation universelle. Ouais, Ça sera pour faire des astres. ok. Ensuite, à la limite, oui, on pourra faire de nos boules des astres. Mais non, là pour le moment,
nos boules, elles sont sur Terre et elles tombent. Ok. Mais oui, on pourra les balancer dans l'espace et voir comment elles s'attirent. Ça, c'est la troisième, je pense. Loi de Newton. Moi, je suis pas bon avec les nombres première, deuxième, tout ça là. Euh, Troisième loi de Newton dans l'espace. Je pense que je parle de la deuxième, moi. De, voilà, énoncé deuxième loi de Newton. C'est celle-là. La variance de la position. Alors, qu'est-ce C'est que quoi c'est ce vecteur P? P? Quantité de mouvement. Ouais, pourquoi ils appellent ça quantité de mouvement? Voilà, je préfère celle-là. M fois l'accélération égale la somme des forces. Je préfère cette écriture, hein. On va direct à celle-là, hein. On oublie les termes quantité de mouvement, là. Ok. Pas besoin, oui, quantité de mouvement. C'est c'est vitesse fois masse, dérivé de la quantité de mouvement. Oui, c'est ça. Bon, peu importe, on prend cette forme-là. Que dit cette équation? Donc la deuxième loi de Newton, elle dit la somme des forces appliquées à un objet Mhm. produit la masse fois l'accélération de l'objet. Ok. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'accélération. L'inconnu, c'est A. La masse, on prend le rayon. Vous allez voir, hein, c'est... Non, même pas. C'est hyper simple. Voici le mobile. Ah, pardon. Il n'y a que moi qui vois ma feuille. Voici le mobile. Euh, il subit une seule force, c'est son En poids. poids. Voilà, c'est le poids, P. Donc, somme des forces égale P. Somme des forces se résume à P. Voilà. Parce que j'ai le schéma en fait, hein. C'est le schéma qui me fait déduire cette égalité. Enfin, donc la somme des forces, c'est P. Donc ça veut dire que finalement, si je prends la deuxième loi de Newton, qui dit somme des forces égale MA, alors comme somme des forces, c'est P, donc je mets en face de MA, P. Et alors, P est une force, elle est en newton, pas en kilogrammes, hein. On dit souvent à tort, mon poids c'est un machin kilo. Non, ça c'est votre masse, hein. Quand vous donnez en fait vos kilos, ah, je vous donnerai pas les miens, ça se devine. Mais quand vous donnez les kilos, vous donnez la masse, vous ne donnez pas le poids, hein. Sur la planète Vegeta, vous pesez plus lourd. Ça y est, c'est une génération qui n'a pas la rêve. Quand même. Bon, donc, le poids, c'est en newton, et le poids est déterminé par la constante de pesanteur sur la planète où vous êtes. Généralement, sur Terre, on l'appelle petit g. Je vous montrerai après sur Wikipédia. Donc, c'est la constante de pesanteur fois la masse. Voilà. Le poids est obtenu par petit g fois la masse. Et donc, P égale, je l'écris dans l'autre sens, masse fois g. Et en face, j'ai MA, masse fois A. Masse fois g égale masse fois A. Il n'y a plus de masse dans l'équation. Ok. L'accélération égale la constante de pesanteur. Gravité. Ouais, gravité. Donc le petit g, c'est par rapport au grand G aussi qu'on retrouve ici. Donc vous pouvez le calculer, le petit g, sur Terre. Où est-ce où est-ce qu'ils étaient les astronautes? Là. Là où il y avait les astronautes, où est-ce qu'elle est la troisième loi? Je la vois plus.
Il y a peut-être un lien spécifique pour elle. Oui, Loa, voilà, elle est là. Ce grand G et le petit g sont liés, hein. Vous prenez la masse de la Terre, disons que l'objet A, c'est la Terre. Vous prenez la masse de la Terre, MA. Vous prenez la masse de n'importe quel objet sur Terre, MB. Alors, pour information, vous, par rapport à la masse de la Terre c'est peanuts. Donc, ça ne change rien, en fait. Votre masse, elle est ridicule par rapport à la masse de la Terre, en fait. Donc, en vrai, on peut négliger la masse de l'objet B. Parce que la force de B sur A, l'influence de B sur A, elle est ridicule. Donc en gros, vous prenez la masse de la Terre, vous prenez votre position à la surface de la Terre, c'est-à-dire le rayon de la Terre, vous l'élevez au carré. Masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré fois cette constante G, grand G, vous obtenez la constante petit g. Ok, qui est approximativement égale à petit g. Donc petit g est un vecteur, c'est pas juste une valeur, mais c'est parce que c'est un vecteur d'accélération vers le bas. Mais son intensité, hein, sa longueur, en gros, la longueur de ce vecteur, c'est c'est approximativement 9,81 mètres par seconde au carré. Ça, vous l'avez peut-être vu au lycée. Non? Si? Voilà. Et ça se recalcule. Donc ça c'est sur Terre, hein. Nous on n'est pas sur Terre, c'est pas des mètres, c'est des pixels ou des unités de monde virtuel, etc. Donc attention, juste, on a bien les secondes, mais on n'a pas les mètres sur la machine. Donc à vous de voir à peu près à quoi ça correspond 9 mètres. Est-ce que c'est la longueur de tout votre écran dans votre monde virtuel que vous imaginez, bien sûr. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est juste pour vous. Y a rien à faire, hein. Il ne reste plus qu'à dire, ok, bah, mon accélération c'est de 9,81 ou autre chose qui est recalculé à partir de cette valeur-là, hein. Si je dis que traverser, traverser tout mon écran, ça revient à traverser 9 mètres, ou 10 mètres, donc vous pouvez très bien diviser cette valeur-là par 10, hein. Et ça fait quand même l'affaire. Bon, donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire pour injecter l'accélération dans l'équation, faire la deuxième loi de Newton. Donc vous créez une constante. Non, on peut la mettre directement sous la forme d'un vecteur bidimensionnel qu'on va appeler petit g, et dans lequel on va mettre 0.0 et ce 9,81 à régler, bien sûr. Enfin, voilà. Je pense juste que avec ce réglage-là, la gravité, elle va être assez forte pour les balles telles qu'on les affiche à l'écran. Donc peut-être on va les diviser par 10. Donc une fois que j'ai cette constante de gravité qui va jouer le rôle de l'accélération, je viens rajouter dans mon process l'accélération que subit ma vitesse. Donc ma vitesse, velocity, en x, ma velocity en y, change par l'accélération qui est g. Hein, je ne vais pas utiliser une autre variable que j'appelle a, ou créer une accélération par mobile. Tous les mobiles subissent la même, donc autant en garder qu'un seul. Et donc g.x fois dt et g.y fois dt pour à la fois la velocity.x et velocity.y. Donc c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Sauf que je me suis planté.
Alors, je me suis planté parce qu'effectivement, j'ai mis le vecteur à 9,81. C'est plutôt moins 9,81. C'est vers le bas. Et vous voyez, ça marche, hein. Je fais une bêtise, ça fait effectivement une bêtise. Hop, on recommence. Donc les balles partent dans toutes les directions et tombent vers le bas assez fortement. Peut-être moi je les ferai minimum tomber 3 fois moins vite. On sent que la gravité est forte là. Donc, moi je dirais entre 3 et 10 fois moins forte. Donc, en gros ça revient à dire que cette hauteur est à peu près de 3 mètres. Voilà. Donc, est-ce qu'on est bon? Alors, oui, on peut pas. Si je mets ma main, ça va pas se voir. Euh, alors, je place le pointeur de la souris là où était la balle orange. Si ça Et devient regardez, elle monte de moins en moins. Mon système perd de l'énergie. Alors, mon système va perdre ou gagner un peu d'énergie à cause des erreurs, hein. Mais là, enfin, des approximations, l'approximation grossière de la méthode d'intégration de l'air, c'est sûr que vous allez avoir des approximations qui vous feront perdre un peu d'énergie. Mais là, non. Là, c'est beaucoup trop, là. Voilà. Alors, là, le souci, c'est qu'effectivement, on a modélisé une partie du système de chute libre, mais on a oublié quelque chose. Donc, ce qu'on a oublié, c'est de dire que parfois, en fait, l'objet n'est pas en chute libre. Parfois, l'objet, il touche terre, il touche le sol. On va juste s'occuper du sol, pas du plafond ni des murs du côté, mais principalement le sol parce qu'on se fait aspirer par le sol là actuellement. Donc, quand l'objet touche le sol, l'objet émet une action sur le sol et le sol émet une réaction proportionnelle à l'action. C'est comme ça qu'on trouve l'équilibre, hein. Je pose mon stylo, il s'arrête. Parce que action et réaction s'équilibrent. D'accord? Bon, il a roulé un tout petit peu. Parce que, parce que ce truc-là est un peu penché. Vous voyez? Mais quand il est pile droit, normalement, il roule pas, quoi. Il tombe pas, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Il s'arrête. Donc il s'arrête, il trouve un équilibre. Là, la réaction du sol, c'est équilibre, hein. Le sol, il vous renvoie votre poids, en fait, hein. Il dit, j'en veux pas de votre poids. Il vous le renvoie. À moins que le sol soit fragile, et là, il se casse. Voilà. Mais tant que le sol, il est suffisamment solide, il renvoie la force que vous exercez sur lui sous la forme d'une réaction. Et R, R égale à moins P. Voilà. Donc on est dans un autre système où on doit appliquer la deuxième loi de Newton qui dit somme des forces égale MA. Si vous ne le faites pas, voilà, il vous manque un truc dans votre système, il vous manque une situation. Somme des forces, bah, vous regardez le schéma, j'ai quoi comme force au tableau? Bah, j'ai une force qui s'appelle P plus une force qui s'appelle R égale MA. Or, on a dit que R égale moins P. Alors, P plus moins P égale MA. Ce qui donne 0, le vecteur 0, égale MA. Or, M est différent de 0. Hein, vous êtes un mobile de masse M, hein, on n'est pas un proton dans l'histoire. Un proton n'a pas de masse, ok, ça peut être à cause de lui le fait qu'on ait un 0 de ce côté-là, mais non, nous on a une masse, et donc c'est forcément pas lui le problème il vient de l'accélération, donc j'en déduis que l'accélération est nulle.
pas d'accélération quand je touche le sol. Il faut le coder. Donc en le codant, vous allez corriger le problème de perte d'énergie. Pas d'accélération quand je touche le sol. Alors, hop, ici, je crée une variable que j'appelle collision sol que je mets à 0. À chaque mobile, hein. Chaque mobile, hop, je recrée cette variable. Collision sol égale 0. Ok, le mobile fait ses tests, blablabla, et à un moment, on se pose la question, est-ce qu'on injecte l'accélération gravité ou est-ce qu'on injecte l'accélération nulle, c'est-à-dire on fait rien en fait. On fait rien quand c'est nul. Donc, mes tests, il y en a un, c'est celui-là qui dit j'ai touché le sol. Attention, toucher le sol, c'est pas ce cas à l'intérieur du if. Juste faites attention à ça. Toucher le sol, c'est juste ce cas. Si ça c'est vrai, ça suffit pour dire j'ai touché le sol. Il n'y a pas besoin que ça soit vrai aussi. Alors comment je fais juste pour... Alors soit je refais le test en dehors de ce test-là, soit je profite de ce test-là pour setter la variable collision à 1. Donc je peux faire un double et ici. Alors dites-moi si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça marche. En gros, si tu as trouvé que ça c'était vrai, dans la foulée, mets un 1 dans ce truc-là, et ça permet de continuer les tests. Parce que le 1 que je mets dans ce truc-là est testé, donc 1 est forcément vrai, donc il continue à faire les tests. Ça casse pas le test qui était déjà là, ça profite de ce test-là pour mettre une valeur à 1. Et si cette valeur collision sol, c'est pas, elle est à 1, si elle est restée à 0, plutôt, si la collision sol est restée à 0, alors utilisez G. Sinon, ne pas l'utiliser. Utilisez 0. Voilà. Et là, on obtient une correction. Alors, je vais essayer de trouver une balle qui bouge pas trop. J'en vois pas. Elles bougent toutes. Hop, on va les calmer en X. Juste histoire de vous montrer que je vous arnaque pas. Oui, j'en cherchais une qui bougeait pas trop en X et bon, je vais toutes les stabiliser en X, hein, voilà. On prend la rouge. Je prends la rouge, je mets le pointeur de souris à peu près au maximum qu'elle arrive à atteindre. Alors, vous voyez la rouge sous le pointeur? La moyenne rouge là. Voilà, elle revient toujours à peu près au même endroit. Toujours à peu près, hein, désolé, elle reviendra jamais exactement au même endroit. Et, on utilise une approximation et en plus on est sur une machine avec les flottants qui sont une approximation aussi. Donc bon, ben, voilà. Donc, ce système, vous pouvez le laisser tranquillement tourner pendant 1 heure. Vous devriez quand même être plutôt tranquille. Ça ne bougera pas des masses, des masses, des masses. Mais c'est voilà, c'est toujours un peu approximatif. Des fois, elle est un peu plus haute, des fois, elle est un peu moins haute. Ça s'équilibre au fait. Toujours il y a un peu plus, toujours il y a un peu moins. Voilà. Ok. Donc on est bon sur la gravité, c'est cool. On veut maintenant rajouter les. C'est là où ça se complique un peu d'un point de vue géométrique. On veut rajouter la collision entre balles. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous avez une proposition? Qu'est-ce qu'on fait quand les balles se collisionnent? Non, pas de proposition. Alors, c'est pas les forces. La force, c'est une sorte. Voilà, par exemple, le poids, c'est la masse fois l'accélération. On, on appelle ça l'énergie cinétique à la limite. Il y a conservation d'énergie
quand il y a collision dans un système élastique. Dans un système élastique, il y a conservation d'énergie. On peut rajouter une perte d'énergie lors des collisions, une perte d'énergie, de mouvement, pardon. Lors d'une collision, c'est jamais une perte d'énergie, ça se transforme en chaleur, en fait. Donc quand des choses se collisionnent entre elles, elles peuvent finir par se calmer, mais elles ont produit de la chaleur. Donc l'énergie cinétique se transforme en énergie thermique. Hein, ok. Bon, voilà, donc on peut imaginer une sorte de système qui nous fait perdre un peu d'énergie et tout. Mais ça, on le fera après. Non, je veux dire, c'est renvoi. Ça, c'est ce que, oui, Oui, d'accord. oui, donc on va un peu regarder qu'est-ce qui se passe. Je l'avais enlevé. Qu'est-ce qui se passe quand deux boules se collisionnent entre elles. Donc la situation. Alors, bon, la physique, ça embrouille toujours un peu la tête, hein. Parce que bah, c'est comme quand on lâche une plume du haut d'une tour et un boulet de canon et on voit que la plume, elle descend pas à la même vitesse. Et du coup, personne ne se dit qu'en vrai, elles subissent la même force et tout. Parce qu'on constate que non, en fait. Mais on constate que non parce qu'il nous manque des trucs, parce qu'on ne sait pas la résistance à l'air, etc. Voilà. Donc pareil, hein, quand on va maintenant essayer d'imaginer notre système, vous allez probablement peut-être me proposer des trucs qui ne sont pas en réalité la réalité. Donc j'ai une boule, elle est tranquille. J'en ai une autre qui déboule à toute vitesse sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Celle qui dépasse le vitesse, elle s'arrête et l'autre prend sa vitesse. Tout le monde est d'accord? Ah, tout le monde est d'accord? Parfois, la boule qui collisionne peut repartir un peu en arrière. Parfois, elle peut repartir un peu en arrière. Oui, Alors, c'est quoi qui vous fait croire ça? Parce qu'elle n'est pas stable. oui. Non, mais vous Euh, l'avez vu? Est-ce que c'est un constat? Vous avez déjà joué Ah, vous avez déjà joué à la pétanque. oui. non, Ah mais, oui, avec beaucoup de beaufs de Brest. Et pour le coup, c'est quelque chose qui se passe. oui, Ouais, mais s'il y a le mais sol qui rentre en jeu sur un pendule limité, voilà, ouais. c'est pas le cas Au fait, il y a les frottements, beaucoup. du sol. Donc, en vrai, hein, le modèle, sans parler d'élasticité, enfin, en disant que le système est 100% élastique, c'est-à-dire il perd pas de, euh, c'est quoi le terme de tout à l'heure là, sur le Wikipédia? Non, de quantité de, c'est quoi, De Newton. quantité de mouvement, deuxième loi. Quand j'étais sur la deuxième loi, voilà. Quantité de mouvement, oui. Euh, il- euh, la quantité de mouvement reste inchangée. Donc, effectivement, s'il y a une balle qui part à toute vitesse et qui tape une autre balle, euh, Ils vont changer leur force. elles peuvent échanger leur vitesse. Ok. Elles peuvent échanger leur quantité de mouvement. Mais c'est pas toujours vrai. C'est vrai parce qu'il y a le frottement, etc. En vrai, si on enlève tout, on pourrait se dire, bah, dans l'espace, elles se tapent. Euh, si elles ont la même masse, elles se partagent ce mouvement. Ok. Donc on additionne les deux, on fait la moyenne et. Oui, et elles partent dans deux directions opposées. Ok. Parce que, alors, le référentiel galiléen. Alors, vous imaginez deux balles qui viennent face à face. Qu'est-ce qui se passe?
somme de leur vélocité, on la divise par 2 Hmm. et on inverse. Donc on fait la même chose que ce qu'on aurait fait ici. On additionne, on divise par 2 et chacune part de son côté, Ouais. avec son paquet de vitesse, quoi. Ok. Euh, ou sinon, l'option de tu prends la mienne, je prends la tienne. Enfin, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que Bah, ça va être- l'échange se fait, quoi? Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Il y a le matériau avec l'absorption du choc, etc., la restitution du choc, etc. En fait, il y a plein de choses qui peuvent faire varier le problème. Mais disons, il y a toujours un peu une tentative d'équilibrage qui se fait. Plus ou moins à la faveur de l'un des deux, ou des choses comme ça. Mais on peut partir sur l'idée, on fait un gros paquet cadeau et chacune part de son côté avec, avec son paquet. Ok. Bon, ça c'est la situation facile. Bon, il y a une boule qui déboule dans cette direction et l'autre, elle était en train d'essayer de s'enfuir dans cette direction. Elle se tape, hein. C'est trop tard là, hein, elle l'a rattrapé. Ah, si vous regardez dans le passé, vous vous êtes peut-être dit ah peut-être elle va l'éviter, mais celle-là a finalement tapé celle-là par l'arrière. Bon, c'est quoi les directions? C'est pas un peu des deux. Un peu des deux. Alors on aimerait que celle-là par exemple parte un peu de ce côté, par là, hein, celle-là. On aimerait qu'elle parte de ce côté. Et celle-là peut-être un peu par là. C'est genre la, Genre presque en perpendiculaire de l'autre côté. la direction du centre de la première vers la deuxième, Ah, mais miroir par rapport Miroir. à la vélocité. donc, je reviens à ça et je reparle de référentiel. Imaginez-vous sur une des deux boules. Il n'y a rien autour de vous, hein. L'espace, c'est un vide total et vous êtes sur l'une des deux boules. D'accord? Pour vous, vous ne bougez pas. On est sur Terre, on ne bouge pas là. Pourtant, on bouge. Ok. Donc, dans notre référentiel, on ne bouge pas. Donc vous vous placez dans cette... Disons, on se place dans celle-là. Et on se dit, on ne bouge pas. Du coup, celle-là, elle bouge à quelle vitesse? La sienne plus la nôtre. Plus l'inverse de la nôtre. Oui. Donc elle bouge à sa vitesse, plus l'inverse de la nôtre, je le rajoute ici. Elle bouge à cette vitesse-là, qui est la somme de noir plus... de bleu plus... de bleu plus rouge. Donc on a l'impression que la boule en face bouge beaucoup plus vite. Parce qu'on lui a additionné l'inverse de notre vitesse. Ça, gardez bien ça de côté, on va pouvoir s'en servir, ça va nous être utile. Parce qu'en réalité, c'est vrai. En fait. Si on se place dans le référentiel d'une des deux boules, on simplifie le problème, nous on est figé, et c'est l'autre qui bouge. Et après, on voit comment on se partage le gâteau. Alors, pour ne pas rendre le problème trop compliqué, je vous propose la simplification suivante. Quand on se rentre dedans, il y a un morceau du gâteau qu'on va se partager et un morceau du gâteau qu'on ne se partage pas. Hors de question, rien à voir, on ne se le partage pas. Donc la question c'est quoi? On se partage quoi et on ne se partage pas quoi? Alors, donc votre camarade a dit on regarde les centres des boules et le point de collision. Et en fait, on a une sorte d'axe ici.
Et aussi, comme les boules, bon, ça c'est parce que les boules ont la même masse, on a l'axe perpendiculaire à cet axe qui joue un rôle. Hein, ces deux axes rouge et noir que je viens de dessiner ont un rôle à jouer. L'axe noir, c'est en quelque sorte le mur de collision. Vous le voyez? L'axe que j'ai dessiné en pointillé noir là, c'est le mur de collision entre les deux balles. Comme s'il y avait un mur à cet endroit-là en fait. Elles se sont rentrées dedans et chacune des deux joue le rôle du mur pour l'autre. Comme si elles arrivaient frontalement face à un mur devant elles, mais et ce mur ressemble à ce truc en pointillé noir. Donc elles sont arrivées l'une face à l'autre sur l'axe rouge. Elles sont arrivées en train de rouler sur l'axe rouge et elles se sont rentrées dedans à cette frontière axe noir. Ok? Donc, regardons juste qu'est-ce qui doit être partagé. Alors, je vais essayer. Non, je vais refaire le dessin. Une. L'autre était un peu au-dessus comme ça. À peu près de la même taille, hein, on s'en fiche, hein, même si je fais un peu plus gros. L'axe rouge. Je vais être un peu sérieux, je vais prendre une règle. Cet axe, il est important. L'autre, on peut le dessiner, il va juste nous servir à pas trop se paumer. Mais c'est principalement l'axe rouge qui nous intéresse, qui est facile à calculer au passage. Et l'axe noir. Ok, et on donne une vitesse à chaque balle. Donc elle arrivait par l'arrière, comme ça, et elle percutait. Et celle-là essayait de s'enfuir, disons à peu près dans cette direction. Comme ça. Donc, on essaye de regarder ce problème-là, mais que sur l'axe rouge. Vous le voyez, le problème sur l'axe rouge ou pas? C'est une poursuite. Il y en a une qui court devant et l'autre qui la rattrape. Vous le voyez ou pas? Non? Si? Oui? Ok. Alors, à chacune court à quelle vitesse? Bah, si je fais le dessin un peu à l'œil, je dirais que celle-là court à peu près à cette vitesse-là, sur cet axe rouge, hein, sur l'axe rouge. Et que celle-là, elle court à peu près à cette vitesse-là, toujours le long de l'axe rouge. Vous voyez, il y a une flèche verte qui est plus longue que l'autre. Donc il y en a une qui rattrape l'autre. Sur cet axe-là, elles se partagent le gâteau. Sur l'autre axe, il n'y a aucune raison de se partager le gâteau. Mon mouvement, moi là, mon mouvement qui partait vers le haut, là, vers cette direction, ma quantité de mouvement qui partait par là, ne rentre pas dans la collision qui va vers la balle qui est là. Et moi, ma quantité de mouvement qui me faisait échapper vers le bas ne rentre pas dans la quantité de mouvement qui me fait fuir de ce côté-là. Vous voyez, cette quantité qui me faisait fuir de ce côté, je ne la partage pas. Moi, cette quantité qui me faisait aller de ce côté, je ne la partage pas. Par contre, on se partage les flèches vertes. Donc on met les flèches vertes dans le pot commun et on se partage. Et on a dit quoi tout à l'heure avec le référentiel comme ça? Quand on se partage ces flèches-là, il y en a une qui s'imagine être figée et donne l'inverse de sa vitesse à l'autre. Donc
je refais rapidement, mais juste le dessin comme s'il n'y avait que les flèches vertes. Donc il y en a une qui essaye de s'échapper, mais pas assez vite, et l'autre qui la rattrape un peu plus rapidement, donc, du coup. Voilà. Donc l'une des deux se dit, ok, moi je suis à l'arrêt, disons la deuxième, et du coup, la première prend son vecteur plus l'inverse du vecteur de la deuxième. Et donc l'inverse du vecteur de la deuxième, c'est à peu près ça, en rouge. Et donc la somme des deux, c'est ce que je vais calculer en vert. Ok? Et donc en vert, la partie du gâteau qui va être partagée. Et chacun part dans sa direction avec cette partie-là. La boule qui est là part avec la moitié, et la boule qui est là part la moitié négative de cette flèche verte. On se la partage en coupant en deux. Moitié pour elle, moitié positive pour elle et moitié négative pour elle, pour partir dans les deux directions. Je reviens sur mon dessin qui est là. Je complète le dessin. Alors je vais essayer maintenant de faire semblant de mesurer à peu près mes flèches. Alors, bon, non, pardon. Commençons par se poser la question, mais d'où sort ce vecteur vert et d'où sort ce vecteur vert. Et donc ici, vous voyez des angles droits. Ok. Donc ces deux vecteurs, ils sortent d'une sorte d'opération comme ça, projection. Ouais, ça. Sur l'axe, une sorte d'axe des abscisses, disons. Hein, c'est un cosinus. C'est un cosinus d'un angle. Mais il y a plus simple au fait que ça s'appelle aussi un produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs produit au fait la quantité de la projection de l'un sur l'autre. La projection d'un vecteur sur un autre donne la quantité. Alors, mais c'est quoi l'autre vecteur dont on parle, là, sur lequel je suis en train de projeter? Je suis en train de projeter sur quoi? Sur le vecteur qui représente l'axe rouge. Le vecteur qui représente l'axe rouge, c'est le vecteur unitaire qui est le long de cet axe-là. Alors, je décide d'une direction, d'un sens, pardon. Je décide d'un sens. Et ce vecteur sur cet axe-là, je dis qu'il est unitaire, c'est-à-dire de taille 1, et je l'appelle U. Un U que j'ai dessiné là, c'est par rapport au pointillé rouge. Comment je calcule U? Première question. Bon, on répondra à la question après. Comment je calcule U? Je répondrai à la question et je vous donnerai la formule. Comment je calcule les petits vecteurs verts? J'ai parlé déjà de produit scalaire, par U, justement. Le bleu qui est là par U donne la quantité du vert qui est là. La quantité, juste la quantité. La longueur, pardon. Donne la longueur du vert qui est là. Le bleu qui est là par U donne la longueur du vert qui est là. Il faut après déterminer la direction. Mais déjà, bon, ben, voilà, on a l'information. Il faut faire un produit scalaire dans la direction de U. Donc en gros, U fois le produit scalaire de U par le vecteur. Bon, je renoterai ça après. Donc j'obtiens ces deux vecteurs verts. Alors, après, on se partage ces deux vecteurs verts en inversant un des deux. Alors, retenez bien ça, on se les partage. Une sorte de total qu'on va se partager. Ok, une fois qu'on s'est départagé ce total, qu'est-ce qui reste? Ben, chacun repart avec sa moitié, ou son un quart, trois quarts. Hein. Vous voyez, hein, si on veut faire un jeu de billard ou un jeu de pétanque, bah, la pétanque ou le billard, enfin surtout peut-être plus la pétanque, j'ai l'impression. Effectivement, la boule elle a tendance à rester sur place et l'autre partir loin. Au billard, peut-être qu'il y a un léger recul de la boule de billard.
Je sais pas trop si elle reste pile. Enfin, non, tout droit, hein, tout droit. Pile. Quand je la tape pile, est-ce qu'elle reste figée sur place? Je pense pas. Elle recule légèrement, peut-être. Ou elle continue légèrement. Non. Ça dépend de. Ah. Oui, non, on fait pas les lifts. On fait que des coups droits. Non, mais ça dépend de la force avec laquelle vous tapez la balle. Ah, Ça dépend de la force, mais moi, si on tape doucement, il y a toujours un recul. Si on tape très fort, il y a peut-être un truc qui fige. Ouais. Bon, donc, on a la solution. Vous départagez comme vous voulez ensuite la quantité, mais disons, nous, on part moitié-moitié. Mais qu'est-ce qui reste? Bah, il reste une partie du vecteur bleu qui est là et une partie du vecteur bleu qui est là. Ah, je vais les dessiner en. Il me reste quoi comme couleur là? Pas grand-chose. Je vais les dessiner en noir. Cette partie, c'est celle-là. C'est la projection sur l'autre axe. Là, cette partie de cette boule-là, je repars avec. Cette boule repart avec ce vecteur. Plus un morceau du partage de verre. Et cette boule-là repart avec la projection comme ça. À peu près. Là, je dessine comme je bricole. Avec son morceau, enfin sa partie à elle, qui est que à elle, celle-là. Hein, chacune son vecteur noir. Ça, chacune garde. Donc on se partage du vert. On se partage du vert a priori quand on va se partager du vert, ça ira un peu vers la droite. Et donc celle-là, elle ira dans cette direction en allant un peu plus vers la droite. Et celle-là, elle ira dans cette direction en allant un peu plus vers la gauche, pardon. Parce qu'elle repart avec l'opposé. Donc voilà, c'est deux. Celle-là va partir un peu comme ça et celle-là va partir un peu comme ça. Ce qui semble correspondre à ce qu'on imagine. Ok? Comment on déduit la partie noire ici? Comment on déduit la partie noire ici, etc., etc. Bon, il est temps d'arrêter de dessiner et de mettre des symboles et d'aller chercher, au fait, d'écrire parce que c'est plus simple à partir de maintenant de faire de l'algèbre que de la géométrie. Donc ici, ça, c'est la boule I, ça, c'est la boule J. Ça, du coup, je l'appelle VI. Ça, je l'appelle VJ. Cette partie-là, je vais l'appeler PI pour projection. Celle-là, je vais l'appeler PJ pour projection du vecteur VJ. Et là, la contre-projection, ou le complément de la projection, que je vais appeler CI-CJ. Donc lui, c'est CI. Lui, c'est CJ. Hein, comme ça, vous avez à peu près tous les symboles. J'ai un U, j'ai un VI, VJ, CI, CJ, PI, PJ. Alors, calculons quand même le total. Le total que je vais faire en bleu. Le total de ces deux vecteurs-là. Alors, le total, attention, c'est encore une fois le total en prenant l'un puis l'inverse de l'autre. Donc, vous prenez PI et l'inverse de PJ et vous les sommez, ça vous donne le total. Hein. Ce total, je vais mesurer à la règle 3,6 mm plus 4,4, ça fait 8. Non, pardon, moins 4,4 moins 3,6, ça fait 0,8 mm. Donc la somme des deux, alors je vais la dessiner un peu, fait à peu près 8 mm. Donc ils vont se partager un total qui fait 8 mm que je dessine à peu près ici.
et que j'appelle T. T, ils vont se le partager en deux. On va le couper en deux comme ça, pac, au milieu. Il y en a un qui part avec un morceau, l'autre qui part avec un morceau. Au fait, quand vous prenez ce vecteur, ce petit morceau rouge, vous l'additionnez à ce vecteur noir, ça va être la résultante pour cette balle. Et ce petit morceau rouge plus ce vecteur noir, ça va être la résultante pour celle-là. Et je vais le faire tout de suite. Donc chacune prend son petit morceau. Alors, je vais mettre ici les noms pour les petits morceaux. Ça, c'est T moins T sur 2. Et ça, c'est plus T sur 2. Donc quand j'additionne moins T sur 2 avec CI, ça me produit à peu près un vecteur. Hein, le moins T sur 2, il vient se rajouter par là. Ça me fait un vecteur qui est à peu près là et qui va s'appeler VI'. Et là, je vais utiliser la bonne couleur. Voilà. Ce morceau rouge, je le mets au bout ici. J'additionne les deux vecteurs, ça me donne la sortie. V'J. Voilà. J'ai une balle qui part avec ce VJ et une balle qui arrive avec ce VI. Je vais avoir celle-là qui ressort avec V'J et celle-là qui ressort avec V'I. Et je fais vite fait les calculs. Waouh! Il reste 10 minutes pour tout finir. Ça va être chaud. Alors, U. On y va. Donc moi j'ai le dessin sous les yeux, hein, désolé, mais je le mets de côté. Ou alors, est-ce que je peux mettre un peu comme ça? Et écrire. Ouais, ok. On y va. D'abord U. Comment on calcule U? C'est la position du J. C'est le mobile. La position de I. Oui. Donc c'est depuis I vers J. C'est le vecteur depuis I vers J. Mobile I vers mobile J. Sauf qu'il faut le normaliser. Donc il faut le diviser par sa norme, ce vecteur. Voilà, on a eu. Donc il faut une fonction qui normalise un vecteur. Ok, ça c'est première étape. Deuxième étape, calculer les projections. Est-ce que c'est possible tout de suite? PI, PJ, oui. Voilà, PI. Oups, pardon. PI. Alors, il y a une histoire de produit scalaire entre VI et U. Produit scalaire U. Sauf que ça produit un nombre, positif ou négatif, que je vais réinjecter en le remultipliant par U. Comme ça reproduit le vecteur. Hein, ça, c'est le vecteur fois un scalaire. Ça, c'est un nombre. Hein. Attention. Ça, c'est le produit scalaire. Ça, c'est fois un scalaire. Multiplié par un scalaire. Une multiplication par un scalaire. PJ. La même chose. U fois VJ. Produit scalaire U. Ok. Troisième étape. Comment on calcule les vecteurs noirs? Alors on peut faire une projection sur l'autre axe. Mais en vrai, regardez bien. Si vous avez le vecteur bleu et le vecteur vert, est-ce qu'on ne peut pas trouver le vecteur noir avec bleu? Voilà. Bleu moins le vert retourne vers noir. Bleu moins le vert retourne vers noir. Donc en vrai,
CI, c'est le vecteur d'origine VI, moins la projection PI. CJ, c'est le vecteur d'origine VJ, moins la projection PJ. Qu'est-ce qui nous reste? Quatrième, le total T, on a dit que le total ici, c'est l'histoire du référentiel. On prend un qui est positif et on enlève l'autre. Moins PJ, PI moins PJ. moins PI moins PJ. Ok. Ça, c'est le total. Ou à la rigueur, on calcule directement le total sur 2. Non, bah, le total. Bon, le total. Et du coup, les V'I et les V'J, on devrait pouvoir les avoir maintenant. V'I égale bah, mon morceau du total négatif plus mon CI. Mon CI du coup plus mon morceau négatif moins du coup T sur 2. Et VJ c'est mon CJ. Hein, et ici c'est plus ma moitié. T sur 2. Et voilà. On a tout. Parce qu'au bout, hein, c'était ça. Les nouvelles quantités pour les deux vecteurs qu'il nous faut. Ok. Il n'y a plus qu'à coder. Alors, en termes d'opérations mathématiques, on a parlé de normes, statique, void, static inline void, normalize d'un vecteur. Vec 2 underscore t étoile v. Je normalise un vecteur. Je fais quoi pour normaliser un vecteur? Je commence par calculer. Je vais le mettre dans un double pour avoir un peu moins de pertes. Je commence par calculer sa norme. La norme d'un vecteur v, c'est vx, enfin son x au carré. Vx fois Vx plus Vy fois Vy. Le carré de son x plus le carré de son y, le tout en racine carrée. Ça, c'est la norme d'un vecteur. Alors, un vecteur peut être nul, du coup sa norme nulle. Et donc, normaliser un vecteur, c'est le diviser chacune de ses composantes, composantes par la norme. Et par contre, il faut juste faire gaffe que la norme ne soit pas nulle. Donc vous ne le faites pas si la norme est nulle. Donc vous faites si la norme n'est pas nulle, alors je divise v flèche x par n. Et je divise v flèche y par n. Ça, c'est la normalisation d'un vecteur. Donc, je refais en gros la fonction qui existe dans GLSL. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? Multiplication, produit scalaire, statique, inline, GL float. Le produit scalaire, c'est le produit de deux vecteurs qui produit un nombre, donc un flottant. En anglais, on l'appelle le dot product, le point, quoi, le produit point. Le dot product entre un const vec de t étoile a virgule la même chose b. Donc j'ai deux vecteurs, le vecteur A, le vecteur B.
Hein, vous embêtez pas. Bon, là, vous souvenez peut-être pas de la, de la formule. C'est le x de l'un fois le x de l'autre, plus le y de l'un fois le y de l'autre. Si vous êtes en 3D, vous continuez avec z. Hein. Non, pardon. Le y de l'un fois le y de l'autre. P flèche y. Voilà. Et on a donc le produit scalaire entre A et B. Maintenant, prenez un vecteur et prendre un vecteur et le multiplier par un scalaire. Scalariser un vecteur ou grossir ou rapetisser un vecteur, en gros. On va faire une fonction void qu'on va appeler scalar qui prend un vec de t étoile v et qui le multiplie par un flottant gl float k. Donc k fois un vecteur, c'est k fois le x et k fois le y. Donc v flèche x fois égale k et v flèche y fois égale k. Donc là, on a scalarisé un vecteur. Il nous reste à additionner deux vecteurs dans un troisième. Je vais copier celle-là peut-être. Ça me fera taper moins de texte. Void. Additionner deux vecteurs. A, B dans vec de T étoile res. Donc res flèche x c'est A flèche x plus B flèche x. On y arrive presque. Hein. Et res flèche y c'est l'addition des deux y et soustraire deux vecteurs parce qu'on avait aussi une soustraction que je vais appeler sub et que je vais mettre des moins à la place des puces. Voilà. Ouf. On a toutes les fonctions géométriques. Hop, on arrive ici. On copie cette boucle. Alors, pour toute boule I, pour toute boule J. Alors, si pour toute boule I, vous faites J qui part de 0 au nombre de boules, attention, I va être en interaction avec J et J va être en interaction avec I en contrepartie. Hein, c'est pas une bonne idée. Hein. Faut le faire que en avant. Donc, faut toujours partir de I plus 1 pour pas avoir à regarder en arrière. Donc, vous partez de I plus 1, vous regardez jamais en arrière, vous regardez que en avant. Et donc, I sera en interaction avec J. Première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une collision? Alors, je regarde l'heure. Je dépasse l'heure, hein, ça vous embête pas trop, ça va? Ok. Donc, première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une collision entre les deux balles? Est-ce que vous avez besoin d'un schéma? C'est une situation facile. Vous calculez la distance entre les deux. Je vous fais un schéma. Calculer la distance euclidienne entre les deux balles. Elles sont là. Distance entre les deux. D. Okay. Si cette distance est inférieure à RI plus RJ, hein, donc si D est inférieur ou égal à RI plus RJ, alors il y a collision. Sinon, non. Vous voyez, quand D est plus courte, ça se rapproche et ça sera inférieur, et du coup, collision. Alors, si vous voulez être un peu radin sur SQRT, vous élevez au carré ici, et vous élevez au carré là. C'est une distance euclidienne utilise SQRT. Mais bon,
comme vous voulez, on le fait, on le fait pas. On fait la distance carrée ou la distance euclidienne. Une distance carrée est moins complexe qu'une distance euclidienne. On va sur la distance carrée. Ok. Alors, RI plus RJ au carré, déjà. Qu'on appelle Dmax. Dmin. Dmin entre les balles. Oui, Dmin. GL float. D. Min. Pour distance. Oh, oh. C'est quoi, c'est une distance de collision? C'est la distance minimale entre les balles. Oui, en dessous, c'est collision. Des mines, c'est ça. Hein. Paraît être plus logique de l'appeler distance minimale. Ok. La distance minimale entre les deux balles, c'est la somme des rayons. Point radius plus l'autre point radius. Donc ça, c'est la distance J. Pourquoi il fait la gueule? Ok. Si je veux utiliser la formule avec le carré, si je veux la formule avec le carré, vous calculez, c'est moins coûteux de calculer le carré ici de ça que de calculer la racine carrée du carré ici. Donc il vaut mieux faire en fait Dmin 2 qui est le carré de Dmin. Dmin fois Dmin. Voilà. Et en fait c'est Dmin 2 qu'on va utiliser. De l'autre côté, on va calculer une distance carrée du coup, pas une distance euclidienne. Une distance carrée, D. Qui est... non, on va calculer d'abord dx et dy. Dx. Dx, c'est la distance en x, entre les deux balles. Mobile de i, point post, je crois, point x, moins mobile de j, point post, point x. Ça, c'est la distance en x. Ensuite, la distance en y. La même chose, mais avec y. Et enfin, la distance tout court. Bon, là, on n'a peut-être pas besoin d'une variable. On fait directement, donc la distance tout court, dx fois dx plus dy fois dy. Voici la distance carrée. Ça, c'est la distance carrée. Pour avoir la vraie distance euclidienne, il faut faire appel à la racine carrée de la distance carrée. Mais comme j'ai montré sur la feuille, on peut comparer les carrés des distances au lieu d'aller vers les distances. Donc là, je fais inférieur ou égal à Dmin carré. Voilà. Si c'est le cas, alors collision. Voilà. Tout ça pour arriver à une collision. Ce if me fait rentrer dans une collision. Et pour faire un if not, continue. Ouais. Bon. Allez. On va maintenant faire nos calculs. Je les remets rapidement pour rappel. Avec le... donc, on va calculer U, on va calculer PI, PJ, CI, CJ, T et mettre à jour les vitesses. Hein, donc, on n'a pas besoin de variables ici. Par contre, on a besoin de toutes ces variables-là et leur calcul. Donc, d'abord U. C'est un vec 2. T, U égale. Alors, U, c'est le vecteur qui part d'un mobile vers l'autre. Mais on a déjà cette distance d'un mobile vers l'autre, elle est là, dx et dy. Alors ça, c'est de j vers i, mais nous, on voulait i vers j. Donc il suffit juste de faire moins dx, moins dy. Voilà, on l'a eu. Enfin, on a u, mais pas normalisé. Il faut le normaliser, u. On avait sur la feuille que u était normalisé. Donc on normalise u. Une fois qu'on a normalisé u,
je reviens sur ma feuille de calcul. PI et PJ, c'est U aussi. Vous voyez, c'est U, mais fois un scalaire. Donc, autant préparer PI et PJ qui sont égaux à U. Alors, vec de T PI égale à U, PJ égale à U. Et j'en profite pour déclarer CI et CJ. Et T aussi. Ça, c'est pour après. Hop, je prépare tout le monde. PI, PJ. PI, c'est U fois le produit scalaire entre U. Pardon. U fois. Non, pardon. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce qu'on a? On doit scalariser un vecteur. Oui, c'est ça. Scalar de PI. PI va être multiplié par un scalaire et modifié. Ce scalaire est le produit scalaire. Je regarde ma feuille, pardon. C'est le produit scalaire entre VI et U. Entre VI, adresse de VI, et adresse de U. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai du rouge? VI, il existe? Ah non, il n'y a pas de VI. Il n'existe pas VI. VI, c'est mobile de i.velocity. C'est ça VI. Hein. Donc VI de la feuille de calcul, c'est la velocity du mobile i. Ok. Ça m'a l'air bon. Même chose pour J. J, c'est PJ qui est U fois le produit scalaire entre la velocity de J et U. Bon. Là, on vient de faire ces deux-là. Maintenant, ces deux-là. Soustraction, soustraction, sub, sub. Alors, sub, sub. Alors, j'ai un sub. Alors, sub, c'était entre A et B dans le résultat. Donc, sub entre VI. Alors, VI, c'est ça. Tac. C'est long à écrire. Donc, je copie-colle. VI, c'est ça. Sub PI. Soustraction avec PI. Adresse de PI. Le résultat dans CI. Voilà la soustraction. Soustraction entre VJ et PJ, résultat dans CJ. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste T qui est la soustraction entre PI et PJ. Alors, soustraction entre PI et PJ. PI et PJ dans T. T, il est divisé par 2 et dispatché. Alors, on va faire un scalar de T divisé par 2, c'est multiplié par 0,5. Voilà. T, je viens de le diviser par 2. Un coup, je le soustrais. Un coup, je l'additionne. Je le soustrais dans le cas de VI et je l'additionne dans le cas de VJ. Dans la mise à jour de VI et la mise à jour de VJ. Donc, VI, c'est la soustraction de CI de T. Enfin, T sur 2, mais là, j'ai fait le sur 2, ça y est. Donc, sub entre CI et T, qui est T sur 2 en réalité, encore une fois, le tout dans... Zut, il y a trop. Mobile i velocity qui va être mis à jour. Voilà. Et l'autre c'est add par contre, c'est pas un sub.
Et l'autre, c'est un add. C-I. C-J. T dans mobile de J. Youpi! Et là, ça marche pas. C'était pas T sur 2. Non, non, parce que je l'ai fait T sur 2 avant. Ça a modifié T. J'avais pas vu. Pas de souci. Hop, allez, go. Ta-ta-ta. Ouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est la folie. Bah, elles ont commencé les unes dans les autres. Ah, c'est mal, c'est dégueulasse. C'est un peu rigolo. Alors, je sais pour ce problème, j'espère que c'est le seul problème. Je sais pour ce problème ce que c'est. Alors, déjà, hein, en vrai, donc rapidement, pour trouver la solution à ce problème-là. Donc là, imaginez donc vous avez cette situation, vous la corrigez et malgré la correction, au fait, vous vous retrouvez à revenir et vous recorrigez. C'est le même problème qu'on avait avec les murs, en fait. Exactement le même problème. Si ça nous faisait sortir de la collision, il faut laisser la chose nous faire sortir de la collision. Alors, comment on sait qu'on sort de la collision? C'est ça le problème. Comment savoir si la situation, elle va empirer ou elle va s'améliorer? Imaginez ça. Vous êtes dans ce cas-là. Cette situation nous fait sortir de la collision. Donc il faut la laisser tranquille. Il ne faut pas essayer de corriger ce truc-là parce qu'on va recréer un problème. Alors, comment savoir ce que ça donne? Toujours la même histoire. Vous prenez le référentiel d'une des deux balles. Vous dites, elle bouge plus. Si elle bouge plus, sa vitesse, vous l'additionnez à l'autre, et c'est l'autre qui bouge. Ok? Enfin, peu importe. Hein, donc, la question, c'est quel genre de test on fait? Alors, là, c'est une situation, on aimerait que le U, il est toujours là, il existe. Hein. Le U, il est là. C'est lui qui, quelque part, fait l'arbitre. Alors, on va prendre laquelle qui bouge plus, qui bouge pas. Je prends elle qui bouge pas. Elle qui bouge pas. Donc, dans elle, je sais pas, dans ce vecteur-là, j'additionne l'inverse de celui-là. Donc, en gros, je prends ce morceau-là et je le rajoute à l'envers ici. J'obtiens ce vecteur-là. Ce vecteur-là, je vais l'appeler vérif. Ok? Ce vecteur vérif, je peux faire un produit scalaire avec U et il sera négatif. Si le produit scalaire est négatif, touche pas. Laisse-le tranquille. Il est en train de me faire sortir. Si le produit scalaire il est positif, il est en train de me faire rentrer dedans. Bah oui, mais si c'était le cas un peu bizarre où ça partait comme ça. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ok. Parce que je somme ces deux vecteurs. Je somme ce vecteur avec l'inverse de celui-là. C'est toujours avec l'inverse. Ça donne ça. Enfin, l'inverse de celui-là, c'est celui-là. Je les somme. Le résultat, c'est ça. Et U, il est comme ça. C'est toujours négatif. Donc, quand le produit scalaire entre la somme, enfin la soustraction, hein, cette somme, c'est la somme avec l'inverse de l'autre.
J'ai pris l'inverse de qui? L'inverse de J. Je prends la vélocité de I plus l'inverse de la vélocité, le moins, enfin, la vélocité de I moins la vélocité de J. Je somme les deux vecteurs et j'appelle ça vérif. Et vérif scalaire, vérif dot product U, s'il est négatif, lui laisser tranquille. Alors, vérif. A priori, c'est à partir du moment où j'ai U. Je peux créer un vecteur T que j'appelle vérif. Ce vérif, c'est la soustraction de quoi? De I de VI moins VJ. VI moins VJ, soustraction, dans vérif. If dot de vérif avec qui déjà? Avec U. Négatif ou nul même. Négatif. Négatif ou nul. Ouais, nul, on s'en fiche aussi. Ouais, négatif ou nul. Break ou ouais, continue. Continue. Voilà, on sort de ce if. Et du coup du KJ. Yes. Voilà. Et puis on a un souci. C'est que ça fond dans le. C'est normal, hein, à peu près normal, hein, ça se comprend. Les balles qui sont au-dessus poussent vers le bas. Celles qui sont en bas se retrouvent à vouloir aller au fond. Et juste après le tour de boucle, elles utilisent ce vecteur qui va vers le bas pour changer leur position, alors qu'elles touchent le sol. Vous voyez? Donc ça les force à utiliser un vecteur qui les fait aller vers le fond. Alors la solution, elle n'est pas facile du tout, hein. Et il faut que ceux qui sont au fond disent aux autres, moi je touche le sol, et du coup que ça répercute, moi je touche le sol pour pas qu'elle se rentre dedans. Ah, parce que vous pouvez très bien dire à celle du fond, si vous touchez le sol, n'utilisez pas le vecteur qui vous enfonce encore plus. Si vous touchez le sol et que le vecteur est vers le bas, ne l'utilisez pas. Mais le problème, c'est qu'elles vont se rentrer dedans au-dessus, juste au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les balles qui sont au-dessus vont s'agglomérer parce qu'elles ne touchent pas le sol, elles. Ça marche que pour les balles qui touchent le sol, qui n'iront pas plus loin. Mais celles qui sont au-dessus vont continuer à essayer de s'enfoncer. Bon, je crois que vous ne voyez pas. Mais ce n'est pas une solution de toute manière, ce que je suis en train de dire, hein. La solution, c'est de remonter l'information. Ou une solution élégante. De toute façon, c'est de ne pas avoir ce problème-là à gérer, en fait. La meilleure solution, c'est de ne pas l'avoir à gérer. Mais une solution élégante que je l'avais postée, mais je crois que je l'ai là. Je crois que c'est cette vidéo-là. Voilà. Alors lui, il fait du verlet. Il fait pas la même chose que nous, hein, vous inquiétez pas. Juste je vous montre Gravity's une own partie de sa preempts threats simulation. and prevents them from progressing. Beyond Ça prevention, we have marcherait chez nous detection aussi. and response built Mais in. il faudrait modifier donc les histoires de sol et plus avoir de sol. Je reviendrai. Ce n'est pas la taille, c'est le style. À vous de jouer. Amusez-vous bien. Voilà. Dans cette vidéo, voilà. Si vous mettez un environnement comme ça, rond, ça devrait un peu plus gérer le problème. Vous devriez
y avoir quelque chose qui vous aide à avoir quelque chose comme ça. Pas forcément, hein. Lui, il fait encore plus compliqué, mais c'est pas mal. Mais on peut aller un peu vers ça. Si on se fait un système où finalement on n'a pas un sol, mais plutôt on est dans une bulle. Voilà, ça peut être une solution élégante. Maintenant, la vraie solution ici à notre problème, jusqu'à là, ça marche plutôt bien. Donc, faire stopper celle du bas pour éviter qu'elle s'enfonce, c'est juste un test. Mais ce test doit en fait informer celles qui sont plus haut que voilà, il y a une stabilité qui est en train de se créer, que même si on est en bas, on commence à représenter le sol en fait. Et que par, par ricochet, l'information qu'on est en train de toucher le sol touche tout le monde. Et que du coup, tout le monde n'applique pas les vecteurs qui enfoncent. La partie Y du vecteur qui va vers le bas, juste ne pas l'appliquer. C'est juste un if. Donc, if vous faites partie de ceux qui touchent le sol et que votre vecteur, la composante Y de votre vecteur est négative, alors ne pas l'utiliser. Et, et on fait partie de ceux qui touchent le sol. Voilà. Bon, mais ça, voilà, ça nous prendrait énormément plus de temps. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. J'ai largement dépassé mon temps de parole. Merci beaucoup.